Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On vous emmène cette semaine en Colombie et on démarre avec cette photo qui, pour beaucoup, j'en suis sûre, reste attachée à ce pays. Ingrid Betancourt, femme politique franco-colombienne enlevée par la guérilla des FARC, détenue captive dans la jungle amazonienne pendant plus de 6 ans, entre 2002 et 2008. Pourtant, Ingrid Betancourt, en 2016, a soutenu les responsables politiques colombiens qui ont signé cet accord de paix historique avec les FARC, on y reviendra tout à l'heure. Objectif de l'accord, dépasser enfin les clivages profonds d'une société colombienne, vous allez voir, tiraillée depuis trop longtemps entre deux extrêmes, guérilla marxiste révolutionnaire d'un côté, droite ultra-conservatrice et milices paramilitaires de l'autre. Aujourd'hui, la Colombie n'en a pas fini avec les tensions sociales. Dans un pays inégalitaire, émaillé de violences liées notamment au trafic de la cocaïne, la Colombie, un pays révolté, même si c'est aussi, vous allez voir, un pays à découvrir pour son histoire, sa culture et ses paysages. Au nord de l'Amérique du Sud, la Colombie partage ses frontières avec 5 voisins, le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l'Équateur et le Panama. Sa situation géographique est unique, entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, et à cheval entre l'Amazonie et l'extrémité nord de la cordillère des Andes. Coupé par cette cordillère andine, le territoire colombien est fracturé et donc difficile à contrôler. Au centre du pays, on trouve les Sierras densément peuplées, avec à plus de 2000 mètres d'altitude, Bogota, la capitale, 11 millions d'habitants, soit un Colombien sur 5, et les métropoles de Medellín et Cali. La côte caribéenne est elle aussi très urbanisée. Mais de part et d'autre, la côte pacifique à l'ouest et les vastes plaines de l'est du pays, on trouve des régions en marge, délaissées par l'État central. À ces coupures de la géographie viennent se superposer les ruptures d'une histoire mouvementée sur laquelle il nous faut revenir pour commencer. Majoritairement catholiques, les 50 millions de Colombiens forment un peuple métissé. Ils descendent des conquérants espagnols, des esclaves africains et des peuples indigènes. Avant la colonisation espagnole, la région abritait en effet plusieurs civilisations autochtones appelées cultures dorées, en référence à leur parfaite maîtrise du travail de l'or. Ces sociétés animistes et cultivées vont être anéanties par les Européens à partir du XVIe siècle. Les conquistadors espagnols, qui ont d'abord abordé la terre ferme, vont alors s'enfoncer à la recherche de l'Eldorado, le mythique pays de l'or, dont cette terre colombienne regorge. En 1533, Pedro de Heredia fonde Carthagène des Indes. La ville devient rapidement un port important de l'Empire espagnol dans le Nouveau Monde. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les mines d'or alimenteront le commerce triangulaire et la traite des esclaves, qui feront la richesse de l'Espagne coloniale. En 1819, le révolutionnaire Simón Bolívar chasse finalement les Espagnols et proclame la République de Colombie, qui correspond sensiblement au territoire actuel de la Colombie, du Venezuela, du Panama et de l'Équateur. Mais dès 1830, cette grande Colombie se scinde en 3 États. Et en 1903, le Panama, soutenu par Washington, qui veut terminer et contrôler le canal, passe sous la coupe des États-Unis. Pour les Américains, le canal de Panama va permettre de relier la côte Est à la côte Ouest, une question commerciale de première importance. À cette époque, la Colombie entre également dans l'ère d'influence américaine pour y demeurer jusqu'à aujourd'hui. Au XXe siècle, la Colombie a par ailleurs un problème crucial, une société fracturée entre classes populaires et élites conservatrices. Dans ce pays divisé en 1948, l'assassinat de Jorge Gaitán, populaire et charismatique leader de la gauche, déclenche la violencia, une guerre civile qui durera presque une décennie et fera quelques 300 000 morts. Le partage des terres est au cœur de ce conflit politique. La déchirure sera profonde et durable. Les clivages sociaux et la question agraire divisent la Colombie depuis cette époque et la violence va bientôt rejaillir. Elle s'intensifie à partir des années 1990, alimentée par le trafic de drogue, la cocaïne principalement, on y reviendra tout à l'heure. La guerre civile oppose alors 2 camps irréductibles. D'un côté, les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, principale guérilla communiste,
ainsi que l'Armée de Libération Nationale, ELN en espagnol, également d'obédience communiste, et de l'autre, l'armée et les milices paramilitaires d'extrême droite. Les FARC, réfugiés dans la jungle, luttent par tous les moyens pour établir un régime communiste basé sur la redistribution des terres des grands propriétaires aux petits paysans. Extorsion, enlèvement, assassinat, les guérilleros multiplient les crimes et finiront par se couper de leur base populaire. Les Autodéfenses Unies de Colombie, le principal groupe paramilitaire du pays, protègent lui les intérêts des grands propriétaires terriens. Très liés à la droite colombienne au pouvoir et à l'armée, les paramilitaires seraient responsables de 80% des assassinats de civils pendant le conflit, selon les Nations Unies. Entre 2002 et 2010, le président de droite, Álvaro Uribe, renforce les moyens de l'armée contre les FARC. Ses succès militaires sont entachés par le scandale des faux positifs, des civils assassinés par les militaires puis déguisés en guérilleros pour truquer les statistiques. Très pro-américain, Uribe est l'ennemi juré de son voisin, le président du Venezuela, Hugo Chávez, et les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues. Son successeur, l'ancien ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, va rompre avec cette ligne politique et en novembre 2016, il signe un accord de paix historique avec les FARC qui lui vaut le prix Nobel de la paix. Après plus d'un demi-siècle, le conflit armé aura fait plus de 260 000 morts, 120 000 disparus et 6 millions de déplacés. L'accord prévoit le désarmement des combattants et la mise en place d'une justice réparatrice. La tâche pour les Colombiens est immense. Alors 5 ans plus tard, où en est la Colombie? Eh bien, l'accord de paix se met lentement en place. Les FARC sont devenus un petit parti politique et certains de leurs leaders ont été jugés et condamnés. Pourtant, une partie des guérilleros et des paramilitaires n'ont toujours pas désarmé et la violence est encore bien présente. Riche mais très inégalitaire, le pays semble en fait aujourd'hui hésiter entre vieux démons et renouveau. Et pourtant, la Colombie est riche, de son pétrole et de son charbon tout d'abord. Elle produit toujours cet or dont on a parlé tout à l'heure, et aussi les plus belles émeraudes du monde. Ces richesses énergétiques et minières sont exportées, notamment vers les États-Unis, premier partenaire commercial de la Colombie et fidèle allié diplomatique. La Colombie est aussi riche de son patrimoine. Depuis les accords de paix, les touristes sont de plus en plus nombreux, par exemple à Carthagène, célèbre pour son port et ses forteresses, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les parcs nationaux sont aussi à nouveau ouverts et l'écotourisme se développe désormais dans la jungle avec une biodiversité unique au monde. Ainsi, le pays compte le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux de la planète. Et puis la Colombie exporte des bananes, des fleurs coupées et un café réputé pour ses arômes. La Colombie est en effet le 3e pays exportateur mondial de café. Voilà qui ne profite guère aux petits producteurs des hauts plateaux andins. En effet, leurs revenus sont tributaires des variations du cours mondial. Dès lors, ils survivent difficilement. De manière générale, la Colombie est aujourd'hui l'un des pays où les inégalités de revenus sont les plus fortes au monde. Et vous voyez ici en violet sur la carte les départements les plus pauvres. Dans ces départements, plus de la moitié de la population se trouve en situation de grande pauvreté. Partons maintenant pour le nord de la Cordillère et dans les régions du sud du pays, où des paysans pauvres cultivent une plante traditionnelle, la coca, une ressource indissociable du pays. Les feuilles de coca sont transformées en cocaïne dans des laboratoires clandestins. La Colombie est le premier producteur mondial de cette drogue et cette production ne cesse d'augmenter. Elle représente environ 70% de la cocaïne vendue dans le monde. Produit mondialisé, la cocaïne est acheminée par la route via l'Amérique centrale ou par bateau vers les États-Unis, principaux consommateurs, et par voie maritime également vers l'Europe, le 2e marché des fournisseurs colombiens. Acheté autour de 1 500 $ en Colombie, le kilo de poudre blanche atteint 28 000 $ aux États-Unis et plus de 40 000 $ en Europe. Les narcotrafiquants contrôlent entièrement ce business, de la culture à l'export.
Ils sont organisés en cartels, comme celui du célèbre Pablo Escobar, qui a connu son apogée dans les années 80 et a été depuis remplacé. Les paysans, eux, ne récoltent que les miettes et n'ont souvent pas de culture de substitution. Oubliés eux aussi par l'État central, les autochtones sont aujourd'hui environ 2 millions. Une partie vit à l'écart, dans des réserves que vous voyez ici sur la carte. Ces peuples se battent au péril de leur vie pour leurs terres et leurs forêts ancestrales, accaparées pour l'exploitation de la coca, du cannabis, de la canne à sucre et du bois, sans oublier de méga projets d'exploitation minière, de l'or, à la fois ressource et malédiction du pays. Voilà pour ce voyage dans cette Colombie séduisante et violente à la fois, pays révolté qui s'est de nouveau mis en mouvement au printemps 2021 avec des milliers de manifestants pour protester contre le gouvernement de droite du président Ivan Duque et sa réforme fiscale. La réforme a été retirée, mais la mobilisation a continué. Au-delà des questions fiscales, les manifestants réclamaient une politique plus sociale, notamment l'accès à une éducation gratuite pour tous, dénonçant aussi la violence systémique des forces de l'ordre. Bref, on l'aura compris, après 6 décennies de guerre civile et malgré l'accord avec les FARC, le peuple colombien est encore loin d'avoir trouvé la paix. Pour aller plus loin, le livre d'Anne Proenza, journaliste française qui vit en Colombie, d'où elle suit l'actualité pour plusieurs journaux et qui nous fait visiter la Colombie de l'intérieur. Et puis cet ouvrage de Cédric Ruther qui nous rappelle que la Colombie ne se résume pas à Pablo Escobar et à Ingrid Betancourt, il nous en fait découvrir d'autres aspects. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.